Bienvenue dans cette saison 6 consacrée aux bijoux de l'île de la Réunion. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Pour cela, partout où je vais, je regarde les bijoux. Et bien sûr, j'emmène mes micros, même en vacances. Et justement cet été, je suis allée à la Réunion. Et j'ai été frappée par les bijoux qui expriment intrinsèquement cette île, avec dans l'ordre les volcans qui les ont créés, la nature comme cadeau des dieux et les tortues comme déesses nourricières. Alors j'ai cherché les joailliers et les bijoutiers les meilleurs pour vous parler de leur spécialité et de leur savoir-faire. J'ai dû montrer patte blanche car en plus d'être une oreille, je cumule le désavantage d'être une métro. Mais au final, je vous propose, au bout de mon micro, de découvrir dans ce 4e et dernier épisode Olivier Waro, médiateur culturel du Madois, le musée des arts décoratifs de l'océan Indien. Le bijou est beaucoup plus qu'une parure. C'est un symbole et pour décrypter ce symbole particulièrement à La Réunion, j'ai la chance aujourd'hui d'être en plein milieu du musée du Madois, le musée des arts décoratifs de l'océan Indien. Et j'ai la chance d'avoir le musée toute seule pour moi avec Olivier Waro, qui est médiateur culturel. Bonjour Olivier. Bonjour à vous. Comment va ? Ça va. Alors, est-ce qu'on pourrait décrypter un peu tous les deux cet art particulier de la Réunion qui est quand même un sacré mélange. Je sais que par exemple, quand je me suis promenée sur les marchés, etc., j'ai vu qu'il y avait la mention pays, P-E-I, qui voulait dire fait ici. Et ça a l'air d'être quelque chose de très très important, cette notion. Oui, tout à fait. Il faut savoir que la Réunion est depuis le XVIIe siècle, depuis 1665, colonisée par les Français du coup, et il y a eu en fait un arrivage, un mélange par la suite, notamment avec l'esclavage, notamment avec l'arrivée des engagés indiens au XIXe siècle, l'arrivée des Chinois, donc des cantonais au XIXe siècle également, qui sont venus travailler à la Réunion, et il y a eu ce melting pot ensuite. Donc cette notion de pays est assez particulier parce que on retrouve en fait ce mélange culturel et cultuel qu'il y a eu à La Réunion, que l'on retrouve dans les œuvres d'art, que l'on retrouve dans les religions. Donc c'est assez particulier et c'est très très beau. C'est un magnifique paysage que l'on retrouve ici. On peut dire en fait que La Réunion porte bien son nom, du coup, donc on réunit tout le monde. Par exemple, ici dans le musée, il y a une tapisserie, c'est une tapisserie très particulière, avec à la fois des symboles hindous, Ganesh par exemple, et des petits anges. Oui, tout à fait. Donc c'est une tapisserie qui date du 19e siècle, qui est en coton peint. Et oui, vous avez en fait la représentation de plusieurs divinités hindoues. Donc on a Ganesh, on a Vishnu, on a Brahma, on a Shiva également. On a une mise en avant de Vishnu au centre d'ailleurs. Donc c'est une tapisserie qui a été destinée à un temple vishnouite. Et on a aussi l'ajout chrétien avec des chérubins que l'on retrouve tout autour. Donc en fait, on appelle ça dans la religion le syncrétisme. Il faut savoir qu'au XVIe siècle, il y a eu un mélange culturel avec les chrétiens, donc les missionnaires de Jésus qui sont arrivés en Inde au XVIe siècle et ils ont voulu en quelque sorte évangéliser la population. Et les hindous, ils adoptent toutes les nouvelles doctrines religieuses, ils les incluent dans leur religion, d'où l'ajout en fait de chérubins catholiques avec des caractéristiques ethniques d'indiens sur cette tenture. Donc on appelle ça le syncrétisme, donc le mélange culturel. Et alors, par rapport à tous ces mélanges, on le voit aussi sur différents matériaux, parce que là, c'est donc une tenture en coton, et il y a aussi des magnifiques sièges fauteuils sculptés, avec aussi ce mélange. Oui, on a dans notre collection des chaises en bois de palissandre qui appartenaient au dernier gouverneur créole de la Réunion, qui a gouverné. Donc c'est Édouard Manès qui a gouverné entre 1888 et 1893 à peu près, et on retrouve la technique du canage. Donc c'est un art qui vient d'Extrême-Orient, c'est une sorte de liane, le rotin ou rotang, ça dépend de la prononciation, qui a voyagé jusqu'en Inde et qui est arrivé notamment sur nos architectures créoles, ce genre de technique particulière du tressage qui se retrouve aussi partout dans le monde.
et qui entoure un bois qui est sculpté et qui représente encore une fois un mélange Bien sûr, tout à fait. de divinités. C'est ça. Donc on retrouve en fait sur les dossiers de ces chaises la divinité accompagnée de l'animal. On a différentes divinités avec des animaux comme des éléphants qui représentent la richesse. C'est l'éléphant en fait qui va asperger la divinité d'eau de vie. On a le paon également, magnifique, qu'on appelait Paravani, c'est le penture de serpent. On a le singe, Hanuman. On a la vache sacrée, la vache céleste qu'on appelle Kamadhenu. On a aussi le serpent, le cobra polycéphale, côté positif, qu'on appelle le naga, symbole de protection également. Et ce qui est amusant, c'est que donc ces chaises qui appartiennent à un gouverneur, donc en fait c'est l'excellence en fait, je suppose chez lui qu'il y avait, et ben on met ces symboles-là qui ne sont pas des animaux qui sont ici. Non, en effet. Donc là, en fait, c'était un gouverneur qui avait exercé en Inde. Donc il connaissait déjà cette architecture particulière, il connaissait déjà cette mythologie cultuelle indienne avec le paon, l'éléphant, ce symbole particulier, le singe aussi. Donc en fait, il s'est imprégné de cette mythologie, de cette culture indienne pour en fait inclure tout cela sur ses chaises et décorer son mobilier et chez lui également. Alors qu'à La Réunion, si j'ai bien tout vu, parce qu'il y en a partout, le symbole, c'est l'oiseau qui s'appelle paille-en-queue. Oui, tout à fait. Donc le paille-en-queue, donc c'est un animal assez particulier. On le retrouve un peu partout, surtout dans les fonds de ravines, parce que c'est là qu'il réside. C'est cet oiseau magnifique, tout blanc avec quelques taches noires. Il a cette très longue queue qui rappelle un peu, d'où son nom, paille en queue, qui rappelle un peu la paille quand on regarde une paille. Et cet oiseau est lié à une légende. C'est la légende d'une sirène qui était amoureuse d'un triton, sauf qu'un jour il rencontre un génie malveillant qui les transforme en paille en queue, et en fait la queue en question est tirée de la queue de la sirène. Donc c'est assez original du coup, et leur but en fait c'est de retrouver leur royaume perdu dans l'océan, un peu comme le royaume de l'Atlantide. Et c'est vraiment un oiseau magnifique que l'on retrouve partout, y compris sur les magasins, mais aussi bien sûr sur les bijoux. C'est vraiment le premier symbole qu'on retrouve sur les bijoux d'aujourd'hui et qui rassemble autour de cette légende qui est quand même extraordinaire comme l'Atlantide, qui touche quelque part aucun des peuples qui constituent la Réunion et qui fait le symbole de la Réunion. Parce que quoi en fait ? Parce que cette liberté, parce que cette originalité. De l'oiseau, eh bien oui, on peut le dire, parce que c'est vraiment un animal totem. On peut dire que c'est un animal qu'on ne retrouve pas partout. C'est vraiment l'animal totem de la Réunion. C'est pour ça qu'on le retrouve sur des parures, sur des bijoux, sur des boucles d'oreilles. Donc on peut dire en fait que c'est un animal symbolique, donc un peu comme le coq qui va avec la France. Nous, on a le paille-en-queue à la Réunion du coup. Et ça date de quand ? Est-ce qu'il y a une idée ou est-ce que ça fait partie de tellement longtemps qu'on ne s'en souvient plus ? Oui, on veut dire ça. Donc on veut dire que ça fait partie en fait des temps immémoriaux. C'est vraiment un animal qui faisait partie du paysage, et avec l'arrivée de l'homme, on a un peu mystifié cet oiseau pour le rendre un peu plus beau au regard de tout le monde, et par la suite, il est arrivé sur les parures. C'est pour ça qu'on le retrouve un peu partout à La Réunion, dans nos cous, nos oreilles et nos nez aussi. Alors, la Réunion, c'est aussi, depuis la nuit des temps, le symbole de la nature. C'est-à-dire qu'on reprend n'importe quel écrit d'il y a très très longtemps. Les premiers explorateurs, à chaque fois, ils écrivent « Oh là là, c'est luxuriant, c'est calme, il y a plein de plantes, il y a plein d'animaux. » Et bien sûr, l'animal qui était vraiment le plus abondant à l'époque, c'est la tortue. Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir aussi que la Réunion, elle était mentionnée sur des cartes, sur des portulons. C'est une île d'escale. On s'y a arrêté, mais on n'a pas colonisé l'île au début. Il faut attendre vraiment le XVIIe siècle pour qu'on voit en fait cette nature luxuriante, cette nature généreuse, parce que l'île est généreuse. Quand les hommes arrivent la première fois, ils se servent dans la nature. Par la suite, la Compagnie des Indes va décider de lancer une culture du café, lancer de la culture de la canne par la suite, et on va en effet se nourrir par la suite de la tortue, donc une créature très prisée, et c'est à cause de cela aussi qu'on a perdu un peu d'effectifs de tortues aujourd'hui, mais elle est restée tout un symbole aussi par la suite, parce qu'elle va arriver
dans la religion. Par la suite, donc, dans l'hindouisme, elle est liée au barattage de la mer de lait. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette légende indienne. Donc c'est l'histoire en fait de Shiva qui en fait les divinités étaient mourantes et ils voulaient en fait avoir le nectar d'immortalité qu'on appelle l'amrita. Et un jour, Shiva décide de barater. Donc, vous connaissez ce terme, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, à barater, la baratte, qu'on utilise, l'objet qu'on utilise pour faire du beurre aujourd'hui. Et voilà, il met en place une montagne en plein milieu de la mer. Il enroule un serpent autour de cette montagne. Il y a des divinités et des démons qui tirent en fait le serpent pour barater la mer de lait et faire sortir en fait l'amrita, donc l'eau de vie, qui permettent d'avoir l'immortalité. Et dessous cette montagne, on retrouve en fait la tortue, parce que la montagne allait s'effondrer à un moment donné, et on retrouve en fait la tortue qui porte la montagne, qui en fait maintient le socle de cette montagne, qu'on va retrouver ensuite par la suite, la tortue qui porte quelque chose en Chine et en Europe, le socle du monde, on l'appelle ainsi, c'est vraiment le symbole du cosmos, parce que en Inde, en fait, on dit que le sommet de la carapace de la tortue forme le ciel, l'homme vient à l'intérieur de la carapace, et la terre, c'est le plastron, l'abdomen de la tortue. Et on va travailler l'écaille de tortue par la suite, pour en faire des bijoux aussi somptueux. Et donc l'écaille de tortue, parce que la tortue, on comprend bien, c'est une île d'escale. Les navigateurs comprennent très vite que ça sert de garde-manger, si j'ai bien tout suivi. À fait. C'est-à-dire que la tortue peut ne pas boire ni manger pendant 1 mois. Et comme les réfrigérateurs n'existaient pas, on la met sur les bateaux et on la consomme quand il faut. Voilà. C'est bien ça. Et donc forcément, il y en a moins. Mais cette utilité pour se nourrir, est-ce qu'elle est couplée tout de suite avec ce savoir-faire de travailler l'écaille ou ça vient après ? Non, ça vient après le travail de l'écaille. Au départ, c'était vraiment la tortue que l'on consommait. Ensuite, c'est vraiment devenu la tortue symbolique par la suite. C'est vraiment à partir du... Alors, ça dépend en fait où on se positionne dans le monde, parce qu'il faut attendre le 7e siècle en Extrême-Orient et en Polynésie pour qu'on commence à travailler l'écaille de tortue. Et en Europe, il faut attendre le 16e siècle pour qu'on ait vraiment des objets d'apparat, des écaillistes qui commencent à se mettre dans l'activité du travail de l'écaille de la tortue, du coup. Et à La Réunion, c'est vers ce 16e, vous me direz, ça peut pas être avant, puisque les gens qui posent le pied sur l'île à cette époque-là sont plutôt des forbans, si j'ai tout lu, sont plutôt des navigateurs ou des gens en poste par moment, mais comme l'île ne se développe au début qu'avec la culture du café, je pense que le travail de l'écaille n'est pas primordial, pas prioritaire, en effet, à l'époque. Donc c'est tout récent. Maintenant, à partir du moment où le café ou le sucre se répandent, il y a forcément des gens qui deviennent plus riches avec des gouverneurs, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, je pense que c'est peut-être à ce moment-là que ça se développe, c'est-à-dire vers le 18-19. Tout à fait. Donc, vraiment 18, 19e, voire même 20e siècle, qu'on commence à travailler l'écaille de tortue pour en faire des parures diverses et variées. Et il y a les parures, il y a les armatures d'éventail. J'ai vu que vous aviez une boîte à Bible aussi dans votre fond. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'objets dans votre fond en écaille de tortue? Oui, alors en effet, on retrouve en effet divers objets. Donc on retrouve des boîtes à Bible, on a des carnets, on a des petites boîtes rondes, toutes simples. On retrouve d'ailleurs la figuration d'une influence chinoise sur le couvercle. Donc on dit que c'est un jardin de lettrés. Donc les lettrés, qu'est-ce que c'est? Ce sont des érudits qui travaillaient auprès de l'empereur. Et on a également des éventails, donc des bases d'éventail qu'on utilisait, qu'on faisait en fait avec des écailles de tortue. Donc on la retrouve un peu partout, la tortue. Oui, parce que j'ai vu dans les éventails, ce sont des éventails à peu près de la Belle Époque. Oui, alors c'est vraiment 19e siècle, les éventails que l'on a, 20e siècle également, donc c'est vraiment, on va dire, qui date des années folles, on peut dire ainsi, avec un plumage dessus. Donc on a des éventails, plumes de marabout, plume d'autruche, plume d'aigle avec toute une symbolique également. Donc la plume d'autruche, c'est vraiment un symbole de justice et de vérité. On a la plume d'aigle, là c'est vraiment un symbole chrétien, c'est vraiment Saint Jean l'Évangéliste dans la Bible. Et la plume de marabout, un animal particulier, parce que c'est un animal assez laid qu'on utilisait, le plumage du cou et de l'abdomen, on utilisait pour en faire des plumes qu'on positionnait sur les éventails du coup. Et donc en fait, ça touche cette écaille un client raffiné et
qui aiment le luxe, on va dire. Mais par contre, c'est pas seulement ni féminin ni masculin. Ça touche un peu tout le monde. Oui, voilà, c'était déjà l'éventail, c'est une invention japonaise. Ça ne servait pas qu'à s'éventer. C'était vraiment destiné à des personnes de haute notoriété, des personnes vraiment huppées, donc hommes ou femmes, bien sûr. Il faut savoir aussi qu'on a retrouvé au Japon, d'ailleurs, des éventails qu'on appelait des tessen, donc c'était des éventails qui servaient d'armes également. On retrouvait des pointes métallisées à l'arrière de l'éventail qu'on utilisait durant des combats, notamment par les samouraïs et les shoguns. Et dans cette influence chinoise, il y a quand même deux raisons. C'est-à-dire que au moment des Grecs, des Phéniciens, etc., les Chinois sont passés par la Réunion sans s'y arrêter vraiment. Et après, les derniers immigrants dans les années 70, c'était les Chinois. Donc il y a ces deux morceaux d'influence qui arrivent à la Réunion, mais qui impactent, pour la deuxième, peut-être pas vraiment les arts décoratifs. En ce qui concerne les cailles, vous voulez dire? Ouais. Ou les arts décoratifs en général, parce que ici, ce que je vois, c'est plutôt de l'inspiration chinoise ancienne. Oui. On est vraiment dans la dynastie Qing, la dynastie Ming, avec les objets que l'on a dans le musée, mais il n'y a pas vraiment eu d'influence par rapport à l'écaille de tortue. C'est plus la porcelaine qui est arrivée à La Réunion, qui par la suite a été utilisée comme plat, mais l'écaille de tortue, on ne la retrouve pas vraiment avec l'arrivée des engagés chinois. Oui. On a bien compris, la Réunion, c'est un trésor végétal ambulant. Donc, j'ai trouvé dans les bijoux d'aujourd'hui des bijoux avec l'arbre voyageur, la feuille de bananier, les palmiers, les fagots de canne à sucre, les piments rouges, mais aussi l'hibiscus, le frangipanier, la fleur de vanille, qui est une orchidée. Et tout ça, ce sont des symboles qui sont plutôt aujourd'hui, qui sont le résultat de ce mélange de population et de ce mélange d'histoire. D'ailleurs, la population créole, j'ai bien fait mes devoirs, il y a dedans les Caf, les Yab, les Malbars, les Arabes et les Sinois. Oui, tout à fait. Donc c'est un melting pot. On vient d'un peu partout. Donc comme je vous disais au début, la Réunion, elle porte bien son nom. On réunit tout le monde. Donc les Malbars, c'est les descendants d'hindous qui sont venus d'engager indiens. Donc les Chinois, les Sinois, comme vous dites, c'est vraiment les descendants d'arrivée d'engagés chinois. Les Caf, c'est généralement les descendants d'esclaves qui venaient de Madagascar, de la côte Swahili également, donc la côte est africaine. Et donc vraiment, et les Yab, ce sont en fait les descendants des colons européens, donc français, que l'on retrouve également à La Réunion. Et si on est, il y en a un que j'ai pas mis, mais si on est blanc sur place, on est oreilles. Oui. Après, ça se confond un peu avec le Yab, parce que moi, par exemple, je suis Yab, mais on me confond souvent avec un oreille d'ailleurs. Mais oui, généralement, on l'appelle ainsi, le oreille, parce que, alors, il y a deux légendes là-dessus. C'est parce qu'on dit que lorsqu'un esclave quittait son camp, était marron, comme on disait à l'époque, donc c'est-à-dire qui fuyait le camp de maître, quand il a été récupéré par le maître lui coupait une oreille, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé oreille. Et il y a une manière plus récente de le dire, c'est en fait quand un métropolitain arrive à La Réunion, qu'il ne comprend pas le créole, il tend l'oreille pour mieux entendre, et c'est pour ça aussi qu'on l'appelle le oreille. La Réunion étant la réunion de tout ça, tous ces symboles que j'ai vus utilisés en bijouterie et joaillerie aujourd'hui, en fait, ce sont des symboles plutôt récents, en fait. Dans les arts et les arts décoratifs, est-ce qu'on les retrouve et à partir de quand? Sous forme peut-être de tableaux, ou simplement c'est, comme vous expliquiez tout à l'heure, non pas un tableau qui montre par exemple les cannes à sucre, mais une chaise où il y a à la fois la technique qui vient d'Inde, la sculpture qui est qui est un mélange avec une autre religion. Quelle est la caractéristique en fait? C'est peut-être la matière aussi que l'on retrouve, cette caractéristique particulière d'un mélange, d'arrivée de plusieurs matières à La Réunion. Oui, parce qu'on a parlé de l'écaille, très bien. On a parlé du canage, super. Quelle est la matière justement qui est la plus utilisée? Puisqu'en fait, c'est quand même très nature. Est-ce qu'il y a une matière chez vous qui est le plus utilisée? Oui, alors par exemple dans le réserve, on retrouve en fait le bois de palissandre, donc que l'on a exposé ici par rapport aux chaises du gouverneur. Donc c'est un bois qui ne pousse pas à La Réunion, mais on retrouve plutôt à Madagascar, en Inde, au Brésil également. Et voilà, c'était un arbre utilisé pour faire différents mobiliers, des tables. On a retrouvé également dans les résidences d'été des gouverneurs, des bars aussi en bois de palissandre, des chaises, voilà.
Donc, dans ce que je vois, ici, au Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien, vos fonds témoignent de la multiplicité des peuples qui y étaient, mais dans leur art ancien. Dans ce qui existe aujourd'hui, c'est une déclinaison de la vie d'aujourd'hui, donc, par exemple dans les bijoux, la nature, etc. Et la dernière chose que nous n'avons pas abordée, bien sûr, c'est le volcan. Et là, je trouve qu'il peut-être c'est dans ce drapeau qu'on le voit le mieux. Qu'en pensez-vous ? Oui, donc on voit vraiment la représentation. C'est vraiment cette montagne que l'on retrouve sur le drapeau qui rappelle le Piton de la Fournaise. Donc l'un des volcans les plus actifs au monde, que la France a la chance d'avoir. Du coup, grâce à la Réunion. Et il a tout ce symbole en fait. Donc il est vraiment lié ce volcan à l'esclavage, parce que on disait d'ailleurs que les esclaves allaient en marronnage sur les côtes pentues du volcan pour se cacher. Être plus libre. Il y a l'aspect légende par la suite, parce qu'on dit d'ailleurs dans la tradition orale réunionnaise qu'il faut éviter d'aller au volcan, notamment quand il est en éruption, parce que là, c'est vraiment la colère des esclaves qui sont en fait en train de ressurgir, donc il faut éviter parce qu'on risque de mourir quand même. Et l'exploitation de la lave, d'ailleurs, c'est vraiment tout récent. C'est vraiment les visiteurs qui vont prendre un petit morceau de petits cailloux de lave, qui vont travailler l'objet, ceux qui sont spécialisés là-dedans du coup, pour en faire des objets. Certains ramènent dans la maison pour avoir cet aspect décoratif, cet aspect un peu exotique dans les maisons. Donc voilà. Et donc, ce drapeau, qui, comme vous dites, est récent, d'après ce que j'ai lu, il n'est même pas reconnu officiellement. Non, il n'est pas vraiment reconnu, en effet. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui le mettent dans les maisons. Les Réunionnais, les étudiants, futurs étudiants qui vont en métropole, ils ramènent ce petit tissu pour les afficher dans leur chambre, dans leur salon, etc. Mais non, il n'a pas vraiment été reconnu comme un drapeau local, comme un drapeau patois, on peut dire, de la Réunion. Pas comme le drapeau breton, le drapeau corse, du coup. Mais il fait partie, fait partie du cœur des Réunionnais, il symbolise la Réunion. Parce qu'il y a donc ce triangle rouge, le rouge étant le sang versé par les esclaves, et le triangle symbolise la force du Piton de la Fournaise. Derrière, il y a un ciel tout bleu. Qui donc le ciel réunionnais, la pureté, qu'on est vraiment sur une île exotique, bien sûr, en effet. Et puis il y a le soleil avec des rayons. Qui symbolise tous les peuples. Oui, toutes les nations qui sont réunies à la Réunion. Voilà. Donc, alors si je me trompe pas, il y a 5 branches du coup qui représentent en fait les 5 peuples qui sont arrivés ici. Donc les Yab, les Kaf, les Malbars, les Arabes et les Chinois réunis sur une petite île de 2500 km². Eh bien, écoutez Olivier, je vous remercie. C'était un plaisir. À vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de la saison 6 du podcast Il était une fois le bijou, consacré aux bijoux de l'île de la Réunion. Je vous mets dans la page du podcast le lien pour le Madois, le musée des arts décoratifs de l'Océan Indien. Si vous avez aimé cet épisode du podcast Il était une fois le bijou, partagez-le sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs ou de vous accompagner pour créer votre propre podcast. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous sur le podcast Le bijou comme un bisou, juste avant notre rendez-vous du 16 mars sur le podcast Brillante. N'a retrouve ou n'a revu ça.